Un sujet au cœur de l'actualité, c'est évidemment la crise des migrants et un sujet qui va devenir d'actualité, qui sera intense à partir du début juillet. C'est la réforme des institutions, puisque le président de la République doit s'exprimer au Congrès. Et puis à l'automne, je pense que ça va pas mal nous occuper. Nous sommes avec Philippe Bas, qui est sénateur LR et qui est également président de la Commission des lois au Sénat. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. Alors, je disais en introduction, la crise migratoire au cœur du débat européen, mais au cœur aussi d'une campagne qui va bientôt commencer, celle des européennes. Ça va brouiller le jeu, ça va brouiller les cartes, cette crise qui est un véritable défi posé à l'Europe. Il faut voir que l'Europe, elle s'est construite en répondant aux problèmes des citoyens européens. Oui. Aujourd'hui, le principal problème que les citoyens européens ont à l'esprit, c'est ces flux migratoires. Ouais. Ils ont diminué depuis 2015. Oui. On a eu près de 2 millions de migrants qui sont arrivés en fait. Europe, mais ils restent massifs. Ça, on a au début du XXe siècle le contre-coup de l'incroyable... Début du 21e siècle. Au début du XXIe siècle, le contre-coup de l'incroyable croissance de la population mondiale, et notamment africaine du XXe. On ne s'est pas préparé à gérer ça. Ouais. Et on a bien sûr fait les accords de Dublin, un certain nombre de coopérations, mais l'Europe ne s'est pas armée à ses frontières pour gérer collectivement ce problème. Les Grecs et les Italiens ne peuvent pas faire ça tout seuls. Ouais. Il est grand temps que ce soit un effort européen. Que tout soit reconsidéré. Et puis il faut apporter la preuve que cette Europe n'est pas impuissante. Moi, je suis européen. Mais je demande à l'Europe de faire la preuve de sa capacité de gérer ce genre de problème. Vous êtes européen, vous êtes d'un parti qui s'appelle Les Républicains, où on sent que, comme dans tous les autres partis d'ailleurs, eh bien, il y a plusieurs lignes, au moins deux lignes. Une ligne qui est assez frileuse à l'égard de l'Europe et une autre qui, au contraire, dit peut-être que c'est par plus d'Europe qu'on viendra à bout de tout ça. Qu'est-ce que doit être la ligne des Républicains? Je sais qu'actuellement, M. Wauquiez, il travaille. Je ne vois pas les choses comme vous les présentez. Ouais. Pour moi, LR n'est pas un parti euro-idéaliste, c'est un parti euro-réaliste. Ouais. Partant de là, LR voit les limites de la construction européenne actuelle, et LR a une ambition, c'est que cette Europe prouve son efficacité pour la crise migratoire, mais aussi dans le domaine économique. Trump érige des barrières douanières. C'est très grave pour nos ouvriers en Europe. Est-ce qu'on est capable de faire front pour répondre à ce type d'initiative qui met en péril la croissance mondiale? Eh bien, c'est parce que l'Europe sera conduite à apporter de bonnes réponses à ce type de problème qu'elle retrouvera une cote d'amour dans les opinions publiques. Pour l'instant, elle a su surtout, avec la bureaucratie, se rendre odieuse. Et est-ce que Laurent Wauquiez doit être l'homme qui porte justement cette voie-là à l'occasion des européennes pour votre parti? Beaucoup le demandent. Et vous savez, la décision lui appartient, bien sûr. Mais vous seriez favorable, mais un chef de parti, d'une manière ou d'une autre, dans une campagne, qu'il soit premier de liste ou pas, il porte les couleurs. Et il va falloir qu'il assume cette conviction profonde qui est à la fois pour l'Europe, mais qui n'est pas béate, comme peut-être on peut penser que la politique d'Emmanuel Macron est un petit peu utopiste, idéaliste. D'ailleurs, lui, il est aux responsabilités, et on voit que toutes ces belles et généreuses idées, quand il s'agit de les mettre en pratique, elles se heurtent au fait qu'on ne peut pas construire l'Europe contre ses partenaires, on doit la construire avec eux. Le réalisme, il est du côté de la droite et du centre, il n'est pas actuellement du côté du président de la République. Ce scrutin, vous le redoutez quand même pour votre parti, ce scrutin? Contrairement à ce que l'on dit, je pense que la position qui est la nôtre est la bonne. Et je crois que les Français le reconnaîtront parce que les Français nous ressemblent de ce point de vue-là. Ils sont pour l'Europe, mais ils ne sont pas béats devant la construction européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, il y a une loi directement, d'ailleurs, je n'allais pas dire inspirée, mais qui est étroitement liée à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'immigration. La loi Asile, justement, et immigration. Et cette loi, elle a été débattue au Sénat. Ça a été... alors, deux dispositions que j'aimerais... Enfin, une disposition sur laquelle j'aimerais vous entendre parler, c'est la possibilité pour les maires de saisir le parquet quand ils sont face à un mariage qu'ils estiment un mariage irrégulier. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous approuvez, ça? Ça va se faire? Mais
Bien sûr, de manière plus générale, si vous voulez, nous cherchons à donner au gouvernement les moyens de l'efficacité dans la gestion des flux migratoires. Ouais. Il ne se les est pas donnés à lui-même. Le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale ne comporte pas de dispositions suffisamment fermes. Il y a celles que vous citez, mais il y en a de nombreuses autres. Nous voulons par exemple que les pays qui font preuve de mauvaise volonté pour reprendre leurs ressortissants clandestins, les déboutés du droit d'asile, il y en a quelques-uns, eh bien, nous sommes pour la pression diplomatique, nous sommes pour refuser les visas aux ressortissants de ces pays, qu'il y ait un rapport de force qui s'installe. Ce sont des pays avec lesquels on coopère, eh bien, nous leur demandons de faire leur part du chemin dans la gestion des flux migratoires. C'est le projet tel qu'il va sortir, enfin la loi telle qu'elle va sortir du Sénat, c'est celle que l'Assemblée nationale va adopter ou il y aura une commission mixte paritaire, j'imagine? Ah ben, il va falloir que le gouvernement et les députés, si le gouvernement ne veut pas revenir devant l'Assemblée nationale et recommencer le débat à zéro, il va falloir qu'ils nous écoutent. Est-ce que vous avez supprimé plus de fermeté, la lutte contre la fraude, un regroupement familial au bout de 24 mois et non plus de 18 mois, mais aussi des mesures d'humanité. Par exemple, pas d'enfants. Même en famille, plus de 5 jours dans un centre de rétention. Ce n'est pas une place pour les enfants. C'est pas une place pour les enfants. Alors, il y a, je parlais, deuxième temps de ce talk, la réforme institutionnelle, parce que dire constitutionnelle, c'est un peu limitatif. Deux avis que je vous livre. Damien Abad, qui fait partie de votre parti, ce matin, c'est une réforme qu'il ne faut pas faire. Il n'y a aucun accord aujourd'hui avec le Sénat, ni avec la droite sénatoriale ou la droite à l'Assemblée nationale. François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, précisément, qui est de la majorité présidentielle, et qui, dans une interview au Journal des Échos, dit qu'il a, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, créé les conditions d'un accord avec la majorité sénatoriale sur la réforme constitutionnelle. Où est la vérité? Je vais vous la dire. Eh bien, vous êtes là pour ça. Nous abordons cet exercice, pour nous c'est septembre, le mois de juillet c'est l'Assemblée nationale. Nous abordons cet exercice avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Déjà, nous avons donné notre accord sous le principe d'une réduction du nombre de parlementaires. Mais nous avons dit, attention, il faut quand même que le lien démocratique de représentation, c'est-à-dire le lien qui unit l'élu national à ses électeurs, ne soit pas complètement distendu. Il faut que notre République, elle ait des racines. Il faut que les députés et les sénateurs ne représentent pas qu'eux-mêmes, il faut qu'ils soient en lien avec la population. Donc trouvons la bonne mesure. Voilà ce que nous disons. C'est simple et de bon sens. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que le nombre, la réduction, vous l'approuvez et elle va être... Nous sommes prêts à l'approuver en ayant pris les correctifs nécessaires pour ne pas... au moins un sénateur et un député par département. Il faut ça au moins. Je crois que c'est raisonnable. Je crois qu'on peut l'entendre. Et le gouvernement... Vous savez, quand je vais dans la Manche et je dis, nous étions 5 députés avant 2012. Depuis 2012, nous sommes 4. Demain, vous n'aurez plus que 2 députés. Alors, les associations, alors les citoyens qui ont besoin d'une aide, alors les maires se disent, ça, c'est quand même pas un plus, c'est plutôt un moins. La réduction du nombre de mandats dans le temps. Oui. Alors là, nous avons déjà obtenu des concessions importantes. Ça ne touche pas les villes de moins de 9500 habitants. Exactement. Quant aux sénateurs, sur 348, il y en a 9 qui seraient dans ce cas. Et comme la mesure, le gouvernement a décidé qu'elle ne jouerait que dans 18 ans, on a le temps de s'y habituer. Donc on ne va pas faire une dispute irrémédiable sur un sujet comme celui-ci, même si dans le principe... Nous n'aimons pas beaucoup ça parce que c'est priver l'électeur d'une liberté. D'accord. Ah, voilà. Alors, il y a une autre mesure, c'est l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives et non pas sénatoriales. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va se faire? La proportionnelle, point trop d'infos. 15%, ça irait? Mais nous, on ne peut pas lutter par principe contre la proportionnelle. Une grande partie des sénateurs sont déjà élus à la proportionnelle. Mais nous disons, attention, à l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Dépend de l'Assemblée nationale la stabilité gouvernementale. Si vous faites un système électoral qui disperse les forces politiques et qu'il n'y a plus de majorité durable, alors c'est la fragilité pour les institutions et l'impossibilité de conduire dans le temps, durablement, des réformes. Alors, 2 petites questions qui, là, touchent à la Constitution, parce que ce qu'on vient d'évoquer ne relève pas de la Constitution, ça relève de loi organique ou de loi ordinaire. La réforme de la Constitution, Nicolas Hulot, qui voudrait inscrire la notion d'écologie et de défense de l'environnement dans l'article 1er de cette Constitution. Vous êtes d'accord? Je me propose
d'adresser très rapidement et aujourd'hui même à Nicolas Hulot un exemplaire de la Charte de l'environnement que Jacques Chirac a fait inscrire dans la Constitution au même niveau que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que quand il découvrira l'existence de ce document constitutionnel, il se dira « c'est bien peu de choses de faire une référence dans l'article 1er alors que nous avons déjà… » la charte de l'environnement. C'est inutile donc. Je pense que c'est inutile. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal non plus. Mais n'accordons pas à cette initiative ni excès d'honneur, ni excès d'indemnité. Nous en parlerons, mais nous rappellerons la réalité qui est une réalité dans notre droit actuel, d'une charte de l'environnement qui comporte des dispositions autrement plus précises que ce qu'on envisage de mettre dans l'article 1er. Deuxième petite demande, c'est Richard Ferrand, cette fois, qui est le président du groupe à l'Assemblée nationale de La République En Marche, qui dit qu'il faudrait inscrire l'égalité des sexes dans la Constitution. Elle y est. Elle y est déjà. Enfin, vous imaginez qu'il aurait fallu attendre 2018 pour que l'égalité des sexes soit reconnue dans notre droit fondamental. Donc, il y a des gens qui redécouvrent la Lune. Ça m'étonne toujours, ça. Au fond, l'égalité des sexes, elle ne dépend plus d'une avancée juridique. Le droit de vote des femmes a été reconnu par le général de Gaulle à la Libération. Et cette égalité, elle doit encore progresser. Mais elle doit progresser dans les faits, dans les réalités. Dans les entreprises. On n'a pas besoin d'aller gesticuler autour de la Constitution pour l'obtenir. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que le président de la République doit soumettre aux Français l'ensemble du paquet des réformes, qu'elles soient constitutionnelles ou qu'elles relèvent de la loi? Pour la révision constitutionnelle, c'est très simple. C'est la Constitution qui nous dit comment faire. Elle nous dit qu'il faut un vote. Il faut un vote de chacune des assemblées et ensuite un référendum. Dans les mêmes termes. Et ensuite, alors ça peut durer, il y a une petite navette, il faut qu'on s'ajuste si on doit aboutir. Et puis après, c'est le référendum. Si le président de la République décide de ne pas faire de référendum, alors il a le droit de convoquer un congrès. À ce moment-là, il lui faut les 3/5 des voix. Mais je dirais que c'est la solution de repli, la solution normale prévue par l'article 89. Vous voyez comme je suis savant, excusez-moi de la ramener un peu. Vous avez bien raison. Mais l'article 89 de la Constitution, il dit la voie principale pour réviser la Constitution, c'est le référendum après vote de chacune des assemblées. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on peut brûler les étapes. On doit passer par le Parlement. Et c'est d'ailleurs assez normal. Si je comprends bien, votre préférence va au fait que les assemblées votent, mais qu'après, on soumet un référendum. Mais ce n'est même pas une préférence, c'est la voie normale. Mais il peut très bien s'arrêter au Congrès. S'il craint l'échec, peut échapper au référendum en passant par le Congrès. Il peut très bien faire ça. Il a le droit. Et à ce moment-là, mais c'est sa décision. Moi, je suis très respectueux de la décision du président de la République. Mais vous préférez le référendum dans ce domaine. C'est la voie normale. C'est tout ce que je peux vous en dire. Donc, mais vous savez, les chefs d'État. Mais vous allez militer pour ça ils ne s'aventurent pas facilement vers les référendums. Oui, parce qu'on sait ce que ça donne en France. Voilà, donc le référendum, les Français répondent souvent à côté de la question posée. Donc c'est peut-être un piège que vous lui tendez alors au Moi je ne crois pas. Alors non. Ça, non. Vous me demandez quelle est la bonne règle, je vous réponds quelle est la bonne règle. Vous n'imaginez pas que j'y mette de la malice. On est avec Philippe Bas, qui est sénateur de la Manche des Républicains, qui est aussi le président de la commission des lois au Sénat. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, avec l'excellent Valentin Pilate qui nous rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Philippe Bas. Bonjour. Une première question d'Alexandre, je la cite. Depuis le départ de François Fillon, j'ai parfois honte du monde politique actuel, notamment le nouveau monde En Marche. Que me répondez-vous? C'est la question d'Alexandre. Je dis qu'en France comme en Europe, la démocratie est arrivée à un stade dangereux. Comment ça marchait la démocratie européenne? Vous aviez deux grandes forces de gouvernement, une plutôt à gauche, une plutôt à droite, qui alternaient au pouvoir, et c'était la régulation de la démocratie par l'alternance. Ce mécanisme-là est grippé partout en Europe, vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Les coalitions sont très fragiles, on voit arriver des forces politiques comme celle de Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles, qui ne veut rien dire, qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de racines, et la machine démocratique régulée par l'alternance ne fonctionne plus. Alors je comprends l'inquiétude de votre correspondant, Alexandre, parce qu'il se demande certainement comment on va rétablir une vie politique qui fonctionne avec une droite et une gauche
qui ont des positions, l'une et l'autre, raisonnables, une idéologie, un ancrage territorial. Mais bien sûr que ça existe. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens disent pour Emmanuel Macron? Il a été élu avec 2/3 de voix de gauche et il fait une politique de droite. Avec un Premier ministre de droite. C'est vrai qu'il fait une politique de droite? Eh bien, je ne crois pas, car une politique de droite, c'est rétablir les équilibres fondamentaux de l'économie pour avoir une politique de croissance qui crée de l'emploi. Ce qui n'est pas le cas. Eh bien, regardez le budget 2018. Combien d'effectifs de fonctionnaires économisés? 1200. Vous croyez que c'est à la mesure du problème? Enfin, il est arrivé en cours de route. Donc, mais n'empêche que les gens se disent, et ils sont troublés, ça, c'est plutôt pas la politique d'Hollande, c'est plutôt une politique qui est située plus à droite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer si le pouvoir de M. Macron s'use? Quelle va être l'alternance possible? Comment est-ce qu'on va rétablir un dialogue démocratique entre une force de gauche, raisonnable je l'espère, et une force de droite elle-même raisonnable? Qui a quasiment disparu, hein. Vous parlez de la nouvelle gauche, le Parti socialiste. Hein. Oui, mais enfin je me souviens des élections législatives de 93, la gauche était à la ramasse, et en 1997, elle reprenait le pouvoir. Vous savez, rien n'est définitivement écrit, et moi je ne m'intéresse pas naturellement à la prise du pouvoir par la gauche, mais je dis, nous, la droite et le centre, il faut qu'on pose les bases d'une vraie alternance en montrant qu'il y a effectivement une différence importante entre nous et le pouvoir actuel et qu'on soit prêt, si les Français étaient déçus de la politique d'Emmanuel Macron, à prendre la relève. Alors ça doit être difficile pour vous d'entendre certains de vos collègues au Parti Les Républicains dire qu'il faut augmenter le SMIC de 20%. Écoutez, ce qui est important pour moi, c'est le travail de fond, c'est pas l'anecdotique. Sauf que là, c'est pas anecdotique, hein, ça a des conséquences économiques. Pour l'instant, c'est sans frais. Mais nous allons construire un projet de gouvernement et nous le proposerons aux Français. Laissez-nous, s'il vous plaît, un tout petit peu de temps, parce qu'on est en convalescence actuellement. Alors, il y a de libres expressions qui fleurissent ici ou là, mais pendant le même temps, il y a un travail de laboureur qui est en train de se mettre en place. Je pense par exemple à ce que fait Force républicaine avec Bruno Retailleau. C'est du travail de fond. Ce que fait Valérie Pécresse avec Libre, c'est du travail de fond. Valentin. C'est du travail de fond également pour Alexandre, qui est un électeur fidèle à les Républicains, aux Républicains, c'est ce qu'il nous dit sur Facebook. Mais il ne croit pas au renouveau de la droite avec Laurent Wauquiez. Et j'ai Blancard qui rajoute « Wauquiez est ambitieux, mais il est dangereux, même à exclure ». Qu'en pensez-vous ? Je pense que Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains. Vous avez voté pour lui ? Avec une très large majorité, et que maintenant, il a toute légitimité pour conduire le mouvement. Nous verrons, en réalité, pas dans les sondages. Moi, je ne crois pas à la démocratie d'opinion. Les sondages ne durent qu'un temps. Mais nous verrons si le travail qu'il a engagé paye par le résultat aux prochaines élections européennes. En annonçant votre venue dans nos studios sur Twitter, j'ai eu une question de Sylvester, donc sur Twitter. Sa question est la suivante. Que pensez-vous d'un rapprochement des droites et du Rassemblement national? Est-ce que c'est une idée à réfléchir? Contre. Laurent Wauquiez est lui-même aussi contre. Nous n'avons rien à voir avec un mouvement xénophobe qui pratique le racisme et qui a des solutions à l'emporte-pièce qui sont des solutions de ruine pour la France. La sortie de l'euro proposée par Marine Le Pen, c'est tout simplement la ruine de la France. C'est l'essence encore plus chère. C'est les salaires qui diminuent, et c'est une situation qui serait pire que tout ce qu'on a connu de pire des dernières années en termes de chômage. Dernière question. Dernière question. Comment voyez-vous le Sénat dans 20-30 ans? Un sénateur assis chez lui avec un masque de réalité augmentée? C'est possible. C'est une question d'Alexandra. J'ai rien compris à la question d'Alexandra. Et si elle pense que je ressemble au portrait qu'elle se fait avec des idées reçues de ce que sont les sénateurs, il faut vite qu'elle me le dise et j'irai faire un peu plus de culture physique. C'est d'un naturel optimiste, je pense, et qu'on se projette forcément dans 20-30 ans avec toute cette technologie qui aujourd'hui envahit n'importe quel secteur, en l'occurrence le secteur politique forcément. Donc le masque de réalité augmentée, en l'occurrence, c'est ce masque que vous mettez sur le visage et qui vous permet de vous projeter dans un lieu, en l'occurrence, ça pourrait être le Sénat. Sans bouger de chez vous. Sans bouger de chez vous, absolument. Oui, vous ne seriez plus obligé de vous réunir, enfin... Non. Je voudrais vous dire qu'au fondement de la démocratie, il y a la délibération. Cette délibération, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Elle se fait dans une assemblée dont les membres ont été élus. Et ils ont la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes en prenant le temps nécessaire et en délibérant. Et moi, je tiens
à ce que notre République continue à fonctionner de cette manière, car sinon, elle sera ouverte à tous les vents. Ça va très vite, les moyens modernes de communication, mais c'est souvent beaucoup plus superficiel que le dialogue, la délibération, l'audition de toutes les parties prenantes pour faire une bonne réforme, la recherche de consensus pour que les points de vue se rapprochent. C'est ça un Parlement. Voilà. C'est dit. Pas de réalité augmentée, mais une réalité tout court pour Philippe Bas, sénateur de la Manche, qui était parmi nous ce matin pour les Républicains, qui est aussi le président de la Commission des lois. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.